Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une faille plutôt exploitée et plutôt vue en web, la XSS aussi appelée Cross-Site Scripting. Alors petit disclaimer, cette vidéo a but éducatif essentiellement et a pour but de vulgariser en fait ce que c'est une XSS. Si jamais vous êtes dans le milieu de l'infosec, je doute vous apprendre quelque chose, même si on sait jamais. Mais voilà, petit disclaimer clos. Alors avant d'expliquer ce que c'est une XSS, je pense que c'est plutôt utile d'expliquer comment fonctionne le web et plus globalement comment on charge une page web lorsque vous cliquez sur un lien. Premièrement, il faut comprendre qu'une page web, c'est une collection de fichiers, donc un ensemble de fichiers HTML, images, JavaScript, PHP. On verra par la suite tous ces fichiers-là. Et donc ces fichiers vont être téléchargés par votre navigateur à partir d'un serveur web et après par la suite vont être compris par votre navigateur web et par la suite affichés à l'écran. Je vais rapidement montrer un exemple, je pense que ce sera beaucoup plus parlant. Donc ici on a du coup un site web de test, donc avec un .html généralement, on va partir sur des trucs assez simples, généralement les .html c'est ce qu'on a sur tous les sites web, c'est un langage de balisage qui va permettre à votre navigateur de comprendre ce qu'il doit afficher. Qui dit langage de balisage dit forcément balise, on en retrouve plusieurs dans ce fichier HTML, alors je vais pas passer en revue toutes les balises mais voilà, par exemple ici on a une balise H1 qui va permettre d'afficher le titre de la page, on va le voir ici, titre ici ça c'est la balise H1, on a démo comment le web fonctionne, elle va être affichée avec la balise title qui est dans la balise head. On le verra par la suite, mais on a des fois des balises parents et des balises enfants. On va retrouver aussi la balise paragraphe avec P, donc pour paragraphe, avec paragraphe là, on va juste le retrouver ici. Il y a aussi des balises, par exemple des balises script qui vont être très intéressantes pour les XSS. Donc ici, un script qui est chargé en local sur la page HTML qui va juste afficher un console.log test. Donc c'est-à-dire qu'on va faire appel à une fonction JavaScript pour afficher test dans la console. Mais on peut aussi charger des ressources distantes. Par exemple, ici on va charger un script qui est dans le même dossier que notre index.html, mais qui n'est pas dans le même fichier. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus simple, si jamais on a un gros site web, de pouvoir séparer le JavaScript du CSS du HTML. On fait la même chose ici pour le style.css, puisqu'en effet, on le charge à distance. On pourrait très bien faire comme ici, et mettre directement tout sur la même page, mais bon, c'est un peu le bazar si on a vraiment des gros sites web. On peut bien sûr aussi bien charger des ressources qui sont en local que des ressources qui sont à distance. Par exemple, ici, on va charger une police, donc un font de Google API, qui va se situer sur l'URL de Google, hein, avec du coup font.googleapi.com, et on verra par la suite comment ça fonctionne quand on interroge le serveur. Donc voilà globalement pour une petite explication d'un site web très basique. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors ici, je vais démarrer un petit serveur web en local, et donc on va tranquillement se rendre sur ce serveur web. J'ai démarré Burp Suite. C'est un logiciel qui permet en fait d'intercepter les requêtes que l'on va faire et ça va être plutôt pratique pour comprendre comment fonctionne une interrogation au web. Donc là on voit ici que j'ai démarré mon serveur web. Là moi je suis un utilisateur normal sur mon navigateur et je vais me rendre sur l'URL avec une IP. Et on peut voir qu'on a du coup l'affichage du site web sans problème. Donc comment ça s'est passé côté serveur et navigateur? Parce que on a juste eu à mettre un lien et tout ça affiché. On va pouvoir voir toutes ces requêtes ici, et on va aussi voir ces requêtes ici, parce qu'on a du coup notre serveur qui était sur notre machine. On a fait un get sur le slash pour avoir l'index.html. On peut voir que du coup, on l'a fait à notre serveur Python, et Python qui est un langage de programmation et qui est le web server qui fonctionne actuellement. Il nous a du coup redonné notre page HTML qu'on a développée juste auparavant, je vous le montre, elle est juste là, et c'est exactement la même qui nous a rendu ici. Ensuite, on a pu voir que notre site web avait besoin de script.js pour fonctionner. Donc, hop, il allait chercher script.js pour le charger. De même pour les fontes statiques de Google, il allait la chercher du coup par contre ici, pas sur l'IP 00 du coup, hein, localhost, mais directement sur une destination qui est autre. Il a aussi cherché à charger favicon parce que favicon c'est ce qui permet d'afficher le petit icône ici dans la page, mais on ne l'a pas ici, donc il a fait une erreur 404, on peut le voir, file not found. Donc voilà rapidement comment fonctionne le web. C'est relativement simple, hein, c'est juste une requête à un serveur web qui va nous répondre, le navigateur va interpréter cette réponse et va l'afficher à l'écran. Lors de l'introduction, j'ai parlé du JavaScript, ça va être assez important pour les XSS, puisqu'en effet, c'est là que notre XSS va arriver. En gros, pour donner une définition générale, le cross-site scripting, donc XSS, c'est une attaque qui va permettre en fait à un attaquant d'injecter du code malveillant dans une page web, sous forme de JavaScript généralement. Ce code donc malveillant va être exécuté par le navigateur web, et donc va directement permettre en fait à un attaquant de faire des actions malveillantes de par le script qui va être injecté dans la page web, et donc un utilisateur, on le verra par la suite, qui va se rendre sur cette page aussi, va directement déclencher le JavaScript qui va être sur la page
et aussi être victime de ce code malveillant qui va être injecté. Alors la XSS, ça fonctionne sur le principe d'injection. L'injection, c'est un vecteur d'attaque qu'on va retrouver beaucoup dans les cyberattaques. Le principe d'injection va être relativement simple. Un attaquant va fournir en fait une entrée non fiable à un programme. Le programme ne va pas le vérifier et donc va exécuter directement cette entrée même si elle n'est pas fiable. Donc typiquement un code malveillant. Et c'est exactement ce qu'on retrouve pour les XSS. Alors il faut savoir que les injections sont un vecteur d'attaque qui sont encore beaucoup vu dans tout ce qui est pentest web, enfin web généralement, puisque dans le top 10 OWASP, donc qui est une organisation, c'est un document de sensibilisation standard pour les développeurs et la sécurité web, on le retrouve dans le top 3, donc c'est le principe d'injection, mais ça concerne les XSS, les SQL injections, etc., etc., on en reparlera peut-être par la suite. Alors il faut savoir qu'il y a 3 types de XSS différentes, pour chaque type, on va bien sûr les passer en revue et faire un petit lab ensemble, parce que je pense que c'est plutôt utile de faire un lab pour comprendre. On a donc les XSS stockés, Stored XSS, les XSS reflétés, Reflected XSS, et enfin les DOM-based XSS, donc les XSS basés sur le DOM. Et bien écoutez, on est parti tout de suite pour les XSS stockés. Alors imaginons que toi, derrière ton écran, tu utilises un site web en fait qui propose de poster des commentaires. Bon, imaginons YouTube, même si YouTube est sécurisé. Mais voilà, un post comme ça avec genre des forums où on peut mettre des commentaires. Donc le site n'a pas de protection suffisante contre les attaques XSS stockées, donc Stored XSS. Et donc un attaquant peut poster un commentaire contenant un script malveillant. Donc avec les balises qu'on a vues auparavant, script, puisqu'en fait, lorsque on va poster le commentaire, lorsque l'acteur malveillant va poster le commentaire, ces balises script en fait au rechargement de la page vont être rafraîchis et interprétés par le navigateur, et donc le script va s'exécuter comme si c'était un script normal. Le problème étant que le commentaire est stocké en base de données, donc si jamais un autre utilisateur, donc une victime, se rend sur la page du commentaire malveillant, il va voir aussi le code malveillant exécuté sur sa machine, donc ça va permettre en fait potentiellement à un attaquant de récupérer directement les cookies de session ou encore de faire des choses malveillantes en fait globalement. La définition générale d'une XSS stockée, c'est que en fait le script malveillant est directement stocké, sauvegardé sur le serveur, et donc c'est l'une des XSS les plus dangereuses. Bon, passons à l'exemple directement avec un lab, ça sera encore plus simple à comprendre. Allez, on est tout de suite parti pour le lab sur la Stored XSS. Donc on accède au site qu'on doit péter. Du coup on est sur un site avec, comme on le voit, un blog. Blog, normalement ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce blog? On peut poster des commentaires. On a déjà testé de poster un commentaire assez basique, avec du test partout, test.com. On va faire un petit http test.com. Voyons voir comment ça réagit. On retourne sur le blog, on voit que notre commentaire a été posté. On va voir rapidement dans la console comment ça se traduit ici. Donc juste une balise P, d'accord. Est-ce que justement là on peut pas injecter un script ici? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que c'est sanitarisé? Je sais pas si sanitisation en français, je crois. On va faire juste un basic alert 1. Ici on appelle bien sûr notre script JavaScript. On appelle la méthode, la fonction alert, et on va fermer la balise sans souci. On va remettre notre nom, etc. Hop, on va poster le commentaire. Et là, on voit que le lab est résolu. Pourquoi? Parce que si on retourne sur le blog, on voit l'alerte, donc la fonction JavaScript qui a été exécutée, qui est donc stockée en base de données, et donc tous les utilisateurs auront ce déclenchement de script. On peut voir ici, bien sûr, qu'il n'y a pas mon commentaire d'affiché, puisqu'il est rendu par le navigateur web. Donc si on clique ici, on peut voir que là, on a normalement le script qui est rendu. On peut voir que les balises sont colorées. Donc, let's go, c'est validé. Maintenant, on va parler de la XSS reflétée ou Reflected XSS. Imaginons encore une fois qu'on utilise un site avec une barre de recherche qui permet de rechercher par exemple des fruits et légumes. Et donc on va taper pomme dans la barre de recherche, on va nous sortir toutes les pommes et on aura marqué sur la page « Vous avez recherché pomme ». Très bien. Mais le problème étant que si jamais le site n'a pas de protection suffisante contre les attaques XSS reflétées, un attaquant va pouvoir insérer dans cette barre de recherche, vu que c'est un input, on va pouvoir injecter, encore une fois, des balises script pour faire exécuter en fait du code malveillant, puisque les termes de recherche vont être renvoyés en fait dans la page de réponse, et donc dans la page de réponse, le navigateur va interpréter cela comme du script JavaScript, et donc va directement exécuter le code malveillant qui sera inséré dans la barre de recherche. Alors bien sûr, je pense que vous avez potentiellement compris que
elle n'est pas stockée, donc la XSS reflétée nécessite automatiquement un clic, une action d'un utilisateur. C'est pour ça qu'on voit souvent des XSS reflétées utilisées dans des mails de phishing, puisqu'elles nécessitent à l'utilisateur de cliquer sur un lien. Dans ce lien-là, il y a directement la XSS reflétée qui va directement faire en fait une action malveillante à l'utilisateur sans qu'il le sache. Mais trêve de blabla, passons directement à la démonstration. Hop, on est parti pour le lab Reflected XSS. Alors rapidement, juste à titre d'information, on est sur des labs très faciles, des labs qui ne sont pas sécurisés. Donc bien sûr, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de payloads différents existants pour bypass, pour outrepasser des possibles sécurités. On peut le voir tout ça ici, par exemple sur le GitHub de Payload of the Thing, de tout ce qui est XSS avec du SVG pour justement ne pas avoir des codes, pour justement ne pas utiliser des chevrons ouverts, etc. Donc c'est vraiment, il y a énormément de choses à faire. Juste, voilà, petite parenthèse fermée, on passe directement au lab. Donc là, on a une barre de recherche. Si on tape sur rechercher, on voit le résultat qui est affiché juste ici en HTML. Si on va directement dans la console, hop, qu'est-ce que ça rend? Donc là, ok, bon, il est affiché sans problème. Est-ce que si on tape une balise JavaScript avec, encore une fois, alerte 1, hop, j'ai miss typo, tac, on fait ça, et bien voilà. Malheureusement, il n'y avait pas de sécurité, donc on peut voir ici dans l'URL qu'on a bien notre affichage de script alerte 1, bon là c'est URL encodé, mais donc c'est bien exécuté puisque le navigateur a pris en compte notre script, et si jamais on appuie sur OK, eh bien on voit bien que il n'y a rien affiché dans la recherche, parce qu'en fait notre script est affiché juste ici dans le navigateur, a été interprété par le navigateur, donc c'est lab réussi. Maintenant, on va parler de la DOM-based XSS. Donc, petit disclaimer, c'est, je trouve en tout cas, la XSS la plus compliquée à comprendre, mais vous inquiétez pas, on va essayer, je vais essayer en tout cas de bien vous l'expliquer. Alors, avant de parler en fait de la XSS en tant que telle, je pense qu'il est important et très intéressant de parler du DOM. Alors, le DOM, c'est Document Object Model, c'est une représentation en mémoire d'une page web. Alors, comme on l'a vu auparavant quand j'expliquais en fait comment se rend une page web, pour faire simple, le DOM, c'est une hiérarchie d'objets qui représentent les éléments HTML. Et typiquement, donc, la balise P, la balise div, la balise image, etc. Tout ça, c'est des éléments du DOM. On va avoir l'élément HTML, qui va être l'élément racine tout en haut. Et donc, après, tous ces éléments sont des éléments, on va dire, fils, en fait, avec l'élément HTML, donc racine, parent, qui est au-dessus. Et donc, en fait, ces éléments peuvent être modifiables par des méthodes ou des propriétés JavaScript. Donc, normalement, avec cette phrase, vous avez dû comprendre potentiellement d'où venait la vulnérabilité. Parce que si on a des éléments du DOM qui peuvent être modifiés dynamiquement avec du JavaScript, alors potentiellement, un acteur malveillant pourrait faire en sorte de modifier comme il le souhaite et injecter du code malveillant dans ces éléments du DOM. Et bah c'est exactement ça le DOM-based XSS. En fait, elle va se produire lorsqu'un attaquant va parvenir à injecter du code malveillant dans la page web en utilisant en fait des éléments JavaScript qui vont avoir des problèmes de code en fait tout simplement. Généralement, pour qu'il y ait une DOM-based XSS, il faut qu'il y ait un développeur qui ait fait une erreur dans son code, et derrière un attaquant va pouvoir abuser directement de cette erreur. Alors faut savoir que contrairement aux XSS précédentes, la XSS DOM-based, elle est vraiment côté client, puisqu'il n'y a aucune interaction avec le serveur, puisqu'elle s'appuie essentiellement sur le code JavaScript en fait côté client. Mais directement, on va passer au lab. Alors c'est parti, on se retrouve pour la DOM XSS. Alors potentiellement pour l'instant vous n'avez pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais je pense qu'avec cet exemple vous allez vraiment comprendre beaucoup plus facilement. Donc là on a encore une fois une barre de recherche, on peut tester de mettre test, on voit que c'est affiché comme tout à l'heure. Si on va dans la console, on a bien l'affichage, on aurait potentiellement une XSS reflétée, mais là ici, bon, c'est indiqué que c'est une DOM XSS, donc on va pas tester la XSS reflétée, même si dans tous les cas ça marchera pas, parce qu'il y a une sécurité. Normalement, le test ici est traité comme un string, donc il va pas être exécuté par le browser. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse ici, c'est la petite balise image, puisqu'on voit hop, juste ici que on a le test qui est rajouté à la fin de l'image, donc la source est equal à ressource image tracker, etc. Search term equal test. Donc ça veut dire qu'en fait, on a le DOM qui est dynamiquement modifié par la recherche, donc par le terme de recherche, ce qui veut dire qu'on peut potentiellement injecter du script là-dedans. Alors comment on va faire pour s'échapper en fait de source égale? Eh bien tout simplement, on va faire un payload avec double quote, puisqu'on peut voir ici que le source est délimité par égal double quote, donc double quote pour s'échapper. On ferme du coup les chevrons pour quitter le tag la balise image, et ici on va pouvoir tranquillement rajouter notre tag script avec un alerte 1, parce que c'est le payload qu'il faut exécuter pour réussir ces labs. On va fermer la balise script, on va appuyer sur Enter, et on voit que c'est exécuté. Donc dans la console, qu'est-ce que ça rend? Eh bien ça rend en fait, on a réussi à s'échapper avec du coup le double quote, le chevron, le script donc a été
exécuté par le navigateur, et après, bon, le reste, on peut le voir que c'est affiché ici, de ce qu'il y avait à la fin d'image. Mais du coup, on a ajouté notre petit payload, donc c'est affiché après, parce que le navigateur sait pas comment le gérer en fait. Donc voilà pour ce petit lab réussi. Alors maintenant, on a vu du coup les différentes XSS, vous allez me dire quels sont les impacts de ces XSS, puisque bah, c'est bien beau d'avoir ces vulnérabilités-là, mais pourquoi elles sont utilisées et qu'est-ce que ça peut induire si jamais on est sur un site et malheureusement on sait avoir, il y avait une XSS sur le site, qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors premièrement, ce qui est le plus utilisé et ce qu'on voit le plus souvent, c'est le vol de cookies, puisque derrière ça va pouvoir permettre à un attaquant de se faire passer pour l'utilisateur à qui il a volé les cookies et faire des actions en tant que cette victime, cet utilisateur. On a aussi le keylogging qui est possible, puisqu'en effet, on va pouvoir voir ce qui est tapé sur le clavier d'un utilisateur si jamais il est infecté par du coup une XSS et potentiellement lui voler des mots de passe, lui voler ce genre de choses. Et enfin, on a le phishing qui est aussi utilisé et qui est aussi induit par les XSS. Alors, premièrement, au travers des XSS reflétés qui nécessitent directement, comme on l'a vu, eh bien, une action d'un utilisateur, mais on peut aussi utiliser les XSS pour défigurer, déphaser un site web, et du coup pour l'utiliser, pour faire croire qu'en fait c'est un site tout à fait normal, typiquement un site Gmail, on va pouvoir l'envoyer à un utilisateur via le phishing, il va penser que bah, c'est un site Gmail tout à fait normal, il n'a pas regardé la barre d'URL, il va rentrer son mot de passe et son mail, on va pouvoir lui voler son mot de passe et son mail, et donc ce sera très critique. Alors bien sûr, l'impact réel des XSS, ça va vraiment dépendre du contexte du site, je pense que vous l'avez compris, puisqu'en effet, si jamais on a un site où il n'y a pas de possibilité de se connecter, toutes les informations sont publiques et les utilisateurs sont potentiellement anonymes, alors là, avoir une exécution de code JavaScript, donc XSS, ne sera pas très utile. A l'inverse, si jamais on est sur un site avec un contexte avec des données sensibles, potentiellement bancaires, des dossiers médicaux et des utilisateurs avec plusieurs droits guest, des droits admin, etc. Alors là, avoir une XSS, ça peut être beaucoup plus critique. Et d'autant plus si jamais on arrive à voler des cookies de session de quelqu'un qui est administrateur du site ou avec des droits assez élevés, puisque du coup on aura beaucoup plus de pouvoir sur tout le site. Alors bien sûr, il existe des possibilités de remédier à tout ça et d'éviter que nos sites se fassent spawner par des XSS, et on a vraiment beaucoup de choses à faire. Premièrement, il faut toujours filtrer les données qui sont à l'arrivée, donc c'est-à-dire que si vous avez des inputs, donc un champ de commentaires ou un champ de recherche, il faut faire en sorte en fait eh bien, de filtrer ce qui va être mis en place pour potentiellement éviter qu'on mette des balises, des chevrons ouverts et fermés, avec script à l'intérieur ou images, vraiment faire en sorte d'éviter qu'on mette des choses comme du HTML, du JavaScript, etc. ou même du CSS, puisqu'on peut faire des XSS avec du CSS. Donc voilà, éviter et filtrer au maximum les données à l'arrivée, et le faire pas forcément avec des regex, parce que les regex ça peut se faire bypass, on peut outrepasser ces regex, plutôt passer par du whitelisting ou du blacklisting, plutôt du whitelisting, comme ça on autorise seulement ce que l'on veut, mais des fois ça peut être un peu compliqué. Il y a vraiment beaucoup en tout cas de choses sur internet, n'hésitez pas à faire vos petites recherches. Bien sûr, il faut aussi encoder les données à la sortie, puisqu'on l'a vu avec les XSS reflétés, on envoie une requête au serveur, le serveur nous renvoie la requête, et derrière ça va être exécuté par le navigateur. Donc si pour les XSS reflétés, on filtre les données à l'entrée potentiellement, mais on se fait bypass tout ça, et derrière on n'encode pas les données à la sortie, on aura directement une XSS qui va être possible, alors que pourtant il n'est pas très compliqué d'encoder typiquement les chevrons avec du LTNGT, ou encore encapsuler ces chevrons en Unicode, ça peut être tout à fait faisable, et comme ça en fait, une fois qu'on aura reçu notre réponse du serveur web, lorsque le navigateur va essayer de rendre la page, et d'exécuter le JavaScript, il va pas comprendre puisque les chevrons, ce sera plus des chevrons, ce sera soit du Unicode, soit du NLT, il va dire ok, je ne connais pas ça, donc je ne l'exécute pas, et ce sera parfait. Ensuite, il est aussi possible d'utiliser des headers HTTP, donc je pense que je reparlerai du protocole HTTP potentiellement lors d'une vidéo sur le request smuggling, mais les headers HTTP, c'est ce qui définit, c'est ce qu'on peut mettre dans une requête HTTP, dans le protocole HTTP, pour dire au serveur ce que l'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. Alors, c'est vraiment très rapidement vulgarisé, mais globalement, il faut savoir qu'en fait, on peut dire au serveur que l'on souhaite dans la réponse seulement du plain text, ou seulement du JavaScript, et à l'inverse, on peut lui dire qu'on ne veut pas de JavaScript dans la réponse, on ne veut pas d'HTML, et ça, c'est tout à fait possible avec le header content type et xcontent type. Comme ça, si jamais un utilisateur essaie de faire une XSS reflétée, du coup, si jamais dans la réponse, on a du JavaScript, et qu'on a un header qui dit xcontent type
qui interdit le JavaScript, et bah là, le serveur web va refuser de donner sa réponse puisque en entrée, on aura du JS. Ensuite, on a l'utilisation des politiques de sécurité de contenu, donc CSP, Content Security Policy en anglais. Globalement, il faut savoir que souvent, les XSS ou même n'importe quoi, on va chercher à essayer de charger un script que l'on maîtrise sur un serveur que l'on a, en fait un serveur attaquant. Donc avec nos balises, on va dire ok, je charge ce script là qui vient d'un serveur que je maîtrise. Les CSP vont permettre en fait tout simplement, imaginons que j'ai le site toto.fr, que malheureusement sur mon site il y a une XSS, mais je mets en place un CSP, donc Content Security Policy, qui dit que si jamais un script n'est pas chargé du nom de domaine toto.fr, alors tu n'as pas le droit de le charger. Et donc si jamais un attaquant découvre une XSS et essaye de charger un script qui vient du nom de domaine ou d'une IP attaquant.fr, alors là, le CSP va dire bah non, ça vient pas de toto.fr, tu n'as pas le droit de le charger. Et ça c'est pareil pour des images, puisque je parle beaucoup de scripts JavaScript, mais on peut aussi charger des images, faire en sorte que l'image exécute du JavaScript sur des balises comme en error, etc. Donc ça peut être plutôt pratique pour éviter justement le chargement de ressources extérieures et interdire le chargement de ces ressources. Alors voilà pour la petite vidéo sur les XSS, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop fait de raccourcis, et si j'en ai fait, et s'il y en a qui sont vraiment chauds en XSS, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai fait des petites erreurs, c'est avec plaisir que je corrigerai tout ça. Si jamais vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire vos recherches de votre côté, il y a vraiment beaucoup de ressources sur le net, vous pouvez aussi regarder les channels RootMe qui sont très intéressants sur les XSS, il y en a vraiment beaucoup, et aussi des petites recherches. Dernièrement, j'ai vu la recherche de Mizu, qui est une XSS tout RCE, une CVE 2022 sur Electron, qui va permettre en fait, il a trouvé une XSS, il a essayé de chain plusieurs vulnérabilités pour derrière avoir une RCE, donc du Remote Command Execution, qui va pouvoir du coup, en fait, il a pu exécuter des commandes sur le serveur distant, ce qui est l'une des vulnérabilités les plus critiques. Donc si jamais, je vous mets le lien en description, si jamais vous voulez voir sa rediff, je crois qu'il a fait un stream sur RootMe, et si jamais aussi je vous mets ces slides, donc voilà, si jamais vous vous intéressez à tout ça, n'hésitez pas à faire un tour sur ces choses là. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, sûrement pour une vidéo sur le request smuggling. C'était François, ciao.